Bonjour, dans le cours sur les concepts de base de données, qui est le 8e module du certificat en informatique de santé appliquée. Je vais parcourir avec vous l'agenda de ce cours et donc premièrement nous allons regarder les systèmes de base de données avec les fondations, donc ce sont les concepts de base qui représentent un peu de théorie, mais bon, il faudra passer à travers ça pour pouvoir comprendre comment travailler avec les bases de données, soit en dehors, soit dans le secteur de la santé. Nous allons étudier différents modèles de bases de données, mais nous allons voir qu'il y a un modèle qui sort du lot et sur lequel nous allons nous concentrer beaucoup plus pendant ce cours. Finalement, dans cette section sur les systèmes de base de données, il y a encore un troisième élément que nous allons étudier, ce sont en fait les systèmes de gestion de bases de données, parce que les bases de données, ce sont des représentations d'informations qui représentent en fait une partie de la réalité autour de nous. Les systèmes de gestion de bases de données sont des logiciels, des applications pour gérer ces représentations de la réalité, donc pour gérer les données qui se trouvent dans les bases de données. Une deuxième partie concerne les technologies ou la technologie de base de données qui est utilisée en santé et nous allons regarder principalement deux types. Donc ce sont les bases de données qui sont utilisées pour les dépôts cliniques et les bases de données qui sont utilisées pour les entrepôts de données. Certains d'entre vous connaissent certainement déjà des entrepôts de données comme le DHIS2. Les dépôts cliniques sont plutôt des logiciels ou des bases de données qui sont utilisées dans structures de soins ou dans des laboratoires, des pharmacies, etc. On va ensemble, après cette partie théorique, faire l'installation d'un serveur de base de données SQL. Nous allons installer sur chaque machine un serveur de base de données qui est un serveur de base de données MariaDB. Et ensuite, on va faire des exercices SQL. Donc, on va écrire des instructions SQL pour créer des bases de données, créer des tables, insérer des données et puis exploiter les données qui se trouvent dedans. Alors, commençons avec une première partie qui sont les fondations des bases de données ou des systèmes de bases de données. Ces termes ou ces fondations, ça vaut la peine de les étudier, de les bien étudier parce qu'il faudra les maîtriser pour comprendre le langage que nous allons utiliser pendant ce cours. Premièrement, une donnée ou une valeur, c'est simplement une chaîne de caractères qui peut être lisible ou non. Donc, par exemple, Jean ou 12 du 6e mois 1985, ou bien quelques caractères qui ne sont pas quelque chose de lisible, mais qui peuvent représenter l'un ou l'autre information ou l'un ou l'autre donnée binaire qui peut être utilisée ou interprétée par un logiciel, mais pas par un être humain. Tout ça, ce sont des exemples de données ou de valeurs. Et je ne sais rien faire avec ces données ou ces valeurs si je ne connais pas leur contexte. Par exemple, Jean, ça pourrait être le prénom d'un patient, ça pourrait être le deuxième nom d'un médecin, ça pourrait être également le nom d'une figure historique qui n'a rien à voir avec notre réalité de la santé. La date 12 du 6 1985, si je ne connais pas le contexte, je ne vais jamais savoir s'il s'agit d'une date de naissance, d'une date de consultation, d'une date d'un événement ou autre chose. Et certainement la donnée binaire, si je n'ai pas le logiciel qui permettra de l'exploiter, je ne saurais pas faire grand-chose avec ça. Donc ce sont c'est un contenu
une chaîne de caractères qui en soi n'a pas vraiment beaucoup de sens. Une deuxième fondation, c'est une colonne. Et une colonne, c'est quelque chose qui va fournir le contexte pour une donnée. On appelle ça aussi parfois le domaine. Le contexte pour une donnée, c'est quelque chose qui va me permettre d'interpréter des données, de savoir, de donner du sens à une donnée qui a été fournie soit dans une base de données, soit dans un autre contexte. Et par exemple, le prénom ou un prénom en format de texte avec un maximum de 50 caractères, c'est quelque chose qui pourrait être une représentation d'une colonne ou d'un contexte. Une date de naissance, donc c'est si on veut, c'est un titre ou une dénomination, un nom d'une colonne, qui spécifie également le format, donc en jour, mois, année, et jamais dans le futur. Donc je sais que la date ne peut jamais être dans le futur. Donc ça, c'est une date de naissance dans un format spécifique et qui n'est pas dans le futur. On voit déjà ici pour la fondation, là, la date 12/6/1985, pardon. Je ne saurais même pas dire, si je ne connais pas le contexte, si je ne connais pas le format, je ne sais même pas dire si c'est le 12e jour du mois de juin 1985 ou bien s'il s'agit d'une représentation américaine où on aurait le 6e jour du mois de décembre 1985. Dans le contexte de la colonne, je vais avoir non seulement une dénomination de cette valeur qui me donne quand même de l'information, mais également le format dans lequel la donnée est exprimée. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le domaine de cette colonne. Le champ, ou le concept champ, c'est en fait une valeur spécifique pour une colonne spécifique. Donc, c'est la combinaison entre la valeur et la colonne. Ça combine donc le contexte et une donnée. Par exemple, le prénom Jean. Je sais là que Jean, c'est le prénom de quelqu'un. Ou une date de naissance 12/6/1985. Si je connais le format, je vais savoir que c'est une date de naissance qui est le 12 du 6e mois de 1985. Ça donne déjà un peu plus d'informations. Je sais faire quelque chose avec cette information. Évidemment, je ne sais pas encore à quoi appartiennent ces informations. Le prénom Jean et une date de naissance, je ne sais pas à quoi ça appartient. On va pour cela passer au concept suivant, qui est celui de record, donc ça c'est en anglais, ou une ligne en français. C'est en fait une collection de champs, par exemple une collection qui s'appelle patient, pour des colonnes différentes qui représentent des caractéristiques d'un objet de la réalité. Le but des bases de données, c'est de représenter une partie de la réalité. Donc ce sont typiquement des caractéristiques d'objets, des caractéristiques d'un service de soins, d'un patient, de consultation. Donc ça ne doit pas toujours être quelque chose de réel, mais ça peut être une construction abstraite comme une consultation. C'est quelque chose qui a une construction humaine et donc ce n'est pas quelque chose de physique, pas un objet physique. Donc ici une collection de champs qu'on appelle par exemple patient. C'est donc une chaîne ou une liste de champs qui vont ensemble et qui vont logiquement ensemble pour caractériser un objet de la réalité. Un autre concept, c'est une table. Et une table dans le système de base de données, c'est en fait une collection de lignes ou de records, si vous voulez, de même type. Donc si j'ai des lignes qui représentent
ou une ligne qui représente un patient, je peux avoir encore d'autres lignes qui représentent d'autres patients, et l'ensemble de toutes ces lignes qui représentent un même type d'objet de la réalité, on va les mettre dans ce qu'on appelle une table. Ça veut dire, dans une table, tous les objets qui sont représentés ont les mêmes colonnes, mais peuvent avoir évidemment des valeurs différentes pour chaque colonne. Et finalement, le concept d'une base de données, c'est l'ensemble de tables qui forment une collection logique, qui ont des liens logiques. Par exemple, tout ce qui concerne des informations hospitalières, là-dedans, je vais trouver des patients, je vais trouver des consultations, je vais trouver des soignants, je vais trouver des services, je vais trouver des médicaments, des prestations, etc. Donc tout ça, ce seront des tables, mais qui ont quand même des liens et qui forment un ensemble logique. Ok, donc ces données, avec les concepts qu'on vient d'expliquer, on va pouvoir les représenter. Et dans l'histoire, on a connu différents modèles de bases de données qui ont été conçus, qui ont été créés. Premièrement, il y avait les fichiers plats. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler en fait le modèle de base de données le plus élémentaire possible. Un fichier, qui correspond en réalité à une table, contient plusieurs lignes. Donc, vous savez encore, ce sont les lignes qui sont appelées en anglais aussi des records. Et les différents champs dans cette table, ou les différentes colonnes si vous voulez, sont séparés par un séparateur, ou bien je vais pouvoir distinguer les différents champs sur base de leur taille fixe. Par exemple, si je sais qu'un premier champ qui représente un nom de patient a une taille fixe de 50 caractères, je sais qu'à partir du 51e caractère, c'est un autre champ qui va commencer. Si je ne spécifie pas à l'avance la taille d'un champ, je peux indiquer que je vais séparer les différents champs, par exemple, par un caractère spécifique, le point-virgule, par exemple, mais que je ne vais pas pouvoir utiliser alors dans le contenu des différents champs. Parce que sinon, je ne saurais pas dire la différence entre un point-virgule qui fait partie du contenu et un point-virgule qui est utilisé comme un séparateur. On verra encore un exemple de ça plus loin. Les fichiers plats sont encore beaucoup utilisés, mais souvent pour l'échange de données entre différents systèmes d'information. Donc beaucoup moins, et je dirais même presque plus du tout, pour conserver, pour sauvegarder des informations dans un système d'information. Donc c'est un modèle de base de données qui est principalement utilisé pour l'échange de données entre systèmes. Un deuxième modèle, c'est la base de données hiérarchique. C'est un modèle qui a été développé fin des années 1950, et donc on pourrait se demander déjà, oui, est-ce qu'il y avait des ordinateurs? Ben oui, donc l'ordinateur est déjà beaucoup plus ancien que ça. Mais donc fin des années 50, on a développé ce modèle de base de données hiérarchique où on a dit, voilà, contrairement à un fichier plat où il y avait chaque fois une ligne avec une seule table, une ligne pour chaque objet, et donc il n'y avait pas d'interdépendance entre les différentes lignes. Là, on a développé un modèle où une ligne parent pouvait avoir plusieurs lignes enfants. Ça veut dire, dans une table, je pouvais avoir quelque chose comme, par exemple, une table avec des services, et pour chaque service qui est représenté sur une ligne,
je pouvais faire des liens vers une autre table qui s'appelait par exemple patient. Et donc je pouvais savoir que dans un service, il y avait tel et tel et tel patient. Mais dans le modèle qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas encore de support pour pouvoir dire qu'un patient pouvait se trouver dans le temps dans différentes parents. Ça veut dire, si j'ai un service qui s'appelle hospitalisation gynécologie, et ce service de hospitalisation gynécologie se trouve dans le département des hospitalisations, je pouvais dire que, ok, dans le service d'hospitalisation gynécologie, j'ai 3 patients. Alors, chaque patient, chacun des 3 patients pouvait alors avoir comme parent le service d'hospitalisation gynécologie, mais on ne pouvait pas indiquer dans ce modèle que le patient d'emblée était également hospitalisé dans le département des hospitalisations. Donc il y avait seulement un parent qui pouvait être lié à une ligne enfant. Plus tard, une dizaine d'années plus tard, on a développé un autre modèle de base de données qui était les bases de données réseau. Et donc là, c'était un peu révolutionnaire parce que chaque ligne enfant pouvait à ce moment-là également avoir plusieurs lignes par an. Donc un objet pouvait appartenir à plusieurs parents. Mais bien que ce modèle ait été bien conçu, il n'a jamais réellement été implémenté parce que il y avait déjà beaucoup de fabricants, enfin beaucoup, non, quelques fabricants qui avaient une position dominante sur le marché et qui avaient déjà développé des systèmes d'information sur base du modèle de base de données hiérarchique. Et ils avaient investi beaucoup d'argent là-dedans et ils gagnaient surtout beaucoup d'argent avec cet ancien modèle et ils voulaient d'abord exploiter et rentabiliser leurs investissements dans ces bases de données hiérarchiques. Et donc, en réalité, l'implémentation des bases de données réseau, ça n'a jamais vu le jour. Alors, je vous donne un exemple ici d'un fichier plat. Donc, un premier fichier plat est celui où on voit que les différents champs sont séparés par un séparateur, donc qui est ici le point-virgule. Donc, j'ai le nom de quelqu'un, puis point-virgule 43, ça pourrait être l'âge de la personne. Point-virgule, donc là, j'ai un nouveau champ F, ça va probablement être le sexe féminin. Puis, point-virgule, un autre champ, c'est probablement une date, peut-être une date de consultation ou une date d'une mesure. Et puis, le champ suivant, blood pressure, weight, c'est probablement un type de mesure. Et puis, à la fin, j'ai une valeur. En tant qu'être humain, je peux probablement estimer un peu le type d'information que j'ai devant moi. Donc, je peux estimer le contexte de chaque valeur que je vois là. Mais évidemment, un système d'information aura beaucoup plus dur à deviner ce que ça veut dire chaque contenu ou chaque donnée. Donc, vous voyez déjà un point faible ici des fichiers plats, c'est que les deux systèmes d'information qui veulent échanger des informations sur base des fichiers plats doivent déjà très bien connaître les différents champs ou les différentes colonnes qui vont être représentées ou qui vont être remplies pour pouvoir utiliser le contenu qui se trouve là-dedans. Parce que si on n'a pas cette connaissance, si par exemple on ne sait pas si le 43 c'est l'âge ou c'est le poids de la personne, ben, je ne saurais pas où mettre cette information dans une base de données. Un deuxième exemple qu'on a en dessous, c'est un exemple d'un fichier plat avec des champs de taille fixe. Et donc là, on voit qu'il n'y a plus de séparateurs, mais donc chaque champ a un nombre de caractères fixes.
Et donc, si une partie des caractères ne sont pas utilisés, on met simplement des blancs. Et donc, je vois que si, par exemple, ici, j'ai une vingtaine de caractères, ben voilà, à partir du 21e caractère, c'est le champ suivant qui commence. Donc là, j'ai au maximum 3 caractères. C'est le 4e caractère ici qui est le début du champ suivant, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une autre façon de séparer les différents champs. Donc ce sont les deux modèles qu'on utilise. Alors, plus tard, encore 10 ans plus tard, on voit qu'il y a un cycle de presque chaque fois 10 ans, on a inventé un nouveau modèle de base de données, et ce sont les bases de données relationnelles. Donc développé dans les années 70, et c'était un modèle qui a remédié au problème des autres bases de données ou des autres modèles de bases de données hiérarchiques et réseaux, où, comme dans les fichiers, pour les fichiers plats, l'utilisateur ou le système qui recevait les informations devait avoir une connaissance profonde de la structure de cette base de données. Donc je vous ai donné l'exemple où on reçoit un champ qui est par exemple 43, je ne sais pas si c'est un poids ou si c'est un âge, mais là évidemment le système qui reçoit l'information et celui qui envoie l'information, les deux systèmes ou les deux utilisateurs doivent être sûrs de comprendre la même chose sous cette valeur. Donc, doivent être sûrs que si l'un envoie l'âge du patient, que de l'autre côté, ça va être également compris comme l'âge et ça ne va pas être utilisé comme le poids du patient. Donc, cette connaissance de la structure de la base de données, cette connaissance préalable, était quand même un handicap important pour le développement des anciens modèles de base de données. Et donc ici, dans une base de données relationnelle, on a défini un système, on a créé un système où on pouvait incorporer la définition des différents champs dans la base de données. Et donc, il y a la terminologie qui a un peu changé dans le cadre des bases de données relationnelles. Dans le modèle qui avait été proposé dans les années 70, les tables s'appelaient relations, les champs s'appelaient des attributs, et les valeurs autorisées pour un champ, donc c'est plutôt la définition de la colonne, s'appelle le domaine. Par exemple, si le domaine c'est un varchar 50, ça veut dire que c'est un champ avec une taille variable, mais qui ne peut jamais dépasser les 50 caractères. Si le domaine c'est un char 50, ça veut dire que le champ peut avoir un contenu de 50 caractères exactement. Et donc, si j'ai besoin de moins de caractères, ça va quand même prendre 50 caractères d'espace disque parce que j'ai défini que la taille est toujours fixe à 50 caractères. Si je spécifie que le domaine du champ, c'est une date, ben, je vais également pouvoir spécifier le format, peut-être pour cette date, c'est pas obligatoire, mais donc si je sais que c'est une date, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir mettre Jean ou une autre chaîne de caractères dedans qui ne représente pas une date. Je vais devoir mettre une date dedans. Et donc ça, c'est le domaine qui va limiter les valeurs potentielles qu'on va pouvoir mettre dans une colonne ou dans un champ. Et donc, ces tables peuvent ou bien représenter certaines caractéristiques d'un objet, donc des attributs d'un objet, mais également peut-on, dans le modèle de base de données relationnelle, créer des nouvelles tables qui vont en fait combiner des colonnes d'autres tables et ainsi recréer des nouvelles représentations, des nouveaux objets.
et donc une nouvelle représentation de la réalité qui est basée sur des tables déjà existantes. Et donc cette représentation des relations entre les tables qui peut être dynamique, c'est le point fort des bases de données relationnelles. Ça peut vous paraître encore un peu théorique, mais nous allons voir ça dans les exercices, ça va devenir beaucoup plus clair. Donc les relations entre les tables, où on peut sélectionner certains champs ou certaines colonnes de différentes tables, les combiner dans une nouvelle table, c'est un des points forts du modèle de base de données relationnelle. Un deuxième élément, ce sont les clés. Donc l'introduction de clés, où on spécifie que dans une base de données relationnelle, chaque ligne dans une table doit avoir une identification unique par l'intermédiaire d'une clé primaire. Et donc cette clé primaire peut être basée sur un seul champ ou sur plusieurs champs. Ça peut être une combinaison de plusieurs champs, mais donc cette combinaison, dans ce cas-là, doit être unique pour une ligne dans la table. On ne peut pas avoir deux lignes avec le même identifiant, sinon ce ne serait pas une clé primaire. Et ce ne serait évidemment pas un identifiant unique. Et donc, si on va faire dans une table des références à une clé primaire dans une autre table, on va appeler ça une clé étrangère. Donc, si par exemple j'ai dans une table un identifiant patient qui fait référence à une autre table où cet identifiant patient va être lié au prénom, à la date de naissance, le nom évidemment, le sexe du patient, etc., cette référence vers la clé primaire du patient, on va appeler ça une clé étrangère. Un des défis qu'on a dans les systèmes de base de données relationnels, c'est en fait d'éliminer la redondance dans la base de données. On appelle ça le mécanisme de normalisation. Parce qu'évidemment, si un patient vient, par exemple, je garde les exemples du secteur de la santé, si un patient vient plusieurs fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois en consultation, on va vouloir éviter pour chaque ligne de la consultation, de copier chaque fois le prénom, le nom, la date de naissance, le sexe, l'adresse, le numéro de téléphone et ainsi de suite de ce patient pour chaque consultation. Plutôt, on va mettre ces informations dans une table séparée qu'on va par exemple appeler patient et dans une autre table consultation, on va créer des pointeurs vers cette première table patient. Et donc, la table consultation qui a des pointeurs vers une clé primaire dans la table patient, ces pointeurs va s'appeler une clé étrangère patient. On va voir des exemples à la fin de ce vidéo tutoriel. Cette normalisation est importante pour éviter d'utiliser inutilement de l'espace disque et ça peut également aider pour avoir un peu plus de clarté dans le modèle de base de données. Parfois, on laisse quand même certaines parties de base de données ou de tables dénormalisées ou non normalisées, principalement pour des raisons de performance. Mais ça dépasse un peu le scope de ce cours. Alors, pour pouvoir manipuler ces bases de données relationnelles, et pour éviter que chaque fabricant de système de gestion de bases de données relationnelles va commencer à développer sa propre méthode et son propre langage pour manipuler les données, dès le début, on a en fait développé un langage standardisé qui s'appelle Structured English Query Language, donc SQL ou bien SQL. Et donc ce langage est un langage qui pourra être utilisé pour ajouter, pour effacer, modifier, insérer des informations et donc qui pourra aider à créer des bases de données, créer des tables, insérer dans ces tables des lignes avec des champs
et ainsi de suite. Et donc, une grande partie de ce cours sur les bases de données va être consacrée à l'utilisation de SQL sur des bases de données relationnelles. Donc, les bases de données relationnelles, bien que ça date déjà d'il y a 50 ans, c'est toujours le modèle dominant dans l'informatique aujourd'hui et donc aussi dans l'informatique de la santé d'aujourd'hui. Et donc, ça vaut la peine d'étudier un peu plus profondément cet aspect de la technologie. Finalement, il y a encore un dernier modèle que je veux mentionner, un dernier système de base de données, qui est le modèle de base de données orienté objet. Et donc là, c'est quelque chose qui est venu avec la programmation ou les langages de programmation orientés objet, qui sont devenus très populaires dans les années 1990, où les informations ne sont pas présentées pour être organisées, enfin, ne se prêtent pas pour être organisées sous forme de tables et de lignes, mais où on considère un objet de la réalité avec ses caractéristiques, et donc on va stocker cet objet, et non seulement les données de cet objet, mais en même temps on stocke en fait des méthodes du code qui permet d'exécuter des fonctions sur un objet. Par exemple, je pourrais stocker un objet patient, et puis je peux avoir du code qui est ajouté ou associé à cet objet pour hospitaliser un patient ou pour faire payer une facture par le patient. Donc ce sont des instructions qu'on peut alors exécuter sur un objet et qui sont incorporées dans le modèle de base de données. Les objets qui peuvent être stockés dans une base de données sont en fait formalisés ou décrits sous forme de classe, donc c'est une représentation abstraite d'un élément du monde réel, qui inclut donc les propriétés ou les attributs et les méthodes, donc le comportement de cet objet ou de cette représentation. Et évidemment, le comportement d'une classe patient va être différent que le comportement d'une classe facture, hein, donc on va pouvoir exécuter différentes instructions là-dessus. Les objets, donc les classes, on peut un peu considérer ça comme les définitions des colonnes pour une ligne dans une table. Les objets, ce sont en fait les instances de ces classes. Ça veut dire que pour chaque attribut qui a été défini, par exemple nom, prénom, date de naissance, etc., on a rempli cet attribut avec une valeur concrète et donc ça nous donne une instance spécifique. La classe ici, ça pourrait être patient. L'objet ou l'instance de la classe, ça peut être le patient Louis Routana avec sa date de naissance, etc. Donc ça, c'est un peu le modèle de base de données orienté objet, et donc c'est utilisé dans certaines applications, mais c'est certainement pas devenu le modèle dominant, parce que ce genre de base de données souffre encore de temps en temps de manque de performance. Les bases de données relationnelles se prêtent beaucoup plus à la gestion de très très grandes quantités d'informations, et donc la manipulation de millions et parfois des milliards de lignes dans des tables. Alors, regardons un peu l'aspect de la normalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va faire un petit exercice là-dessus par après. Donc, dans la normalisation, on va partir d'une table qui n'est pas normalisée. Donc ici, on a... Et donc la normalisation, il faut le dire, c'est quelque chose qui est surtout utile dans les bases de données relationnelles. Donc pour les autres bases de données, c'est moins pertinent. Donc ici, on part d'une table qui n'est pas normalisée, où j'ai un patient, Jim Ruaka, avec de sexe masculin, avec une date de naissance, une date d'un contact ou d'une consultation, et donc ce qu'on a fait.
quel est le type de contact. J'ai fait des examens laboratoires. Ce Jim Ruaka, il revient encore une fois, et donc là, j'ai dû recopier les mêmes informations, et j'ai spécifié qu'il est passé à une autre date pour un autre examen. Et puis, je vois que différents patients peuvent venir pour des examens qui sont identiques. Dans la normalisation, je vais essayer de enlever, en fait, les doublons ou la redondance de cette table. Et je vais également ajouter quelques critères ou quelques exigences d'un modèle de base de données qui sont par exemple les clés primaires et les clés étrangères. Donc je vois ici que dans les patients, il y a des doublons. Et donc les noms de patients ou avec le sexe et la date de naissance, ce sont des choses qui peuvent revenir plusieurs fois. Donc pour normaliser, je vais alors isoler ces noms dans une table séparée. Donc je vais avoir ici une table pour les patients où chaque patient va seulement apparaître une seule fois. Et j'ai donc ici j'ai ajouté une clé primaire pour les patients qui est donc le Patient ID. Donc 1, 2, 3. Et donc c'est un identifiant unique pour chaque patient. Je vois également qu'il y a de la redondance dans les types des contacts. Parce que là, il y a le X-ray exam qui revient 2 fois. Donc, j'ai créé une deuxième table qui contient les différents types d'examens, avec chaque fois aussi une clé primaire pour chaque examen. Donc, chaque examen apparaît seulement une fois. Et puis, j'ai créé une troisième table ici, donc qui est une table de relation. Ça, ce sont en fait des tables de référence ou des tables maîtres. Ça, c'est une table de relation où je vais mettre un patient en relation avec un examen et donc je vais seulement utiliser les clés étrangères pour ce patient et donc je garde encore la date de contact. Je pouvais choisir ici d'avoir également une table avec des dates, mais ça ne va pas me faire gagner grand-chose parce qu'évidemment la probabilité qu'un patient dans l'avenir va revenir avec une même date de consultation que dans le passé est nulle, comme un patient ne revient pas dans le passé, évidemment. Et donc là, c'est une raison pour laquelle j'ai gardé cette date ici dans la table de relation et je n'ai pas fait une table de référence séparée. Et donc, je vois ici que le patient numéro 1, donc qui est le Jim Ruaka, c'est celui-là, à la date du 20 mars 2011, il est passé pour un examen, ici numéro 1, donc c'est l'examen laboratoire. Et donc j'ai les mêmes informations ici, mais ça c'est un modèle qui est normalisé. Parce que chaque fois que je vais avoir un nouveau patient qui arrive, je vais simplement devoir mettre l'identifiant du patient. Ces informations vont rester stables, ils ne changent d'habitude pas de nom, pas de sexe ou de date de naissance. Donc je vais chaque fois utiliser seulement un numéro pour une nouvelle ligne ici. Et pour les examens, si je n'ajoute pas de nouveaux types d'examens, je vais chaque fois aussi réutiliser l'identifiant de l'examen. Et je vais voir que ma date ma table de consultation, qui est donc la table de relation, qui contient les différentes informations, va être beaucoup plus compacte et je vais devoir stocker beaucoup moins d'informations redondantes. Alors voilà, ici, je vous donne un exercice de groupe. Donc vous avez une table similaire ici, avec des données qui reviennent, donc des données qui sont redondantes, avec des différentes colonnes que vous allez pouvoir mettre dans des tables de référence ou des tables maîtres, et vous allez devoir insérer un identifiant unique pour chaque table maître, donc une clé primaire pour chaque table maître, et puis vous allez à la fin créer une table de relation dans laquelle vous gardez les colonnes qui ne se trouvent pas dans les tables maîtres et dans lesquelles vous ajoutez les clés étrangères qui vont pointer sur les tables de référence. Voilà.
bonne chance avec cet exercice. Et alors, pour vous donner quand même un exemple de comment on fait ce genre de normalisation, on va le faire en Excel. Donc, vous mettez d'abord les informations que vous avez dans la diapo, vous les mettez dans Excel. Et donc là, on commence avec cette table qui est non normalisée. Et je vais ici décider que je vais utiliser une table, par exemple, avec des dates de consultation. Et donc, je vais simplement copier ici. Donc, je vais avoir une autre table qui, dans ce cas-ci, va contenir des prestations. Je vais la mettre un peu plus loin, comme ça, ce sera plus facile. Je sais que je vais devoir ajouter ici, donc je vais insérer une colonne. Je vais avoir une clé primaire, et donc ici, ça va être par exemple Patient ID, ou je peux mettre en français un ID patient. Voilà. Comme ça. Je vais mettre ça dans la même présentation. Et ici, je vais mettre ID prestation. Voilà. Et je vais utiliser le même format ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme contenu unique? Ben, j'ai ici mon Abdoulaye Konaté. Celui-là, je vais pouvoir copier le contenu. Celui-là, c'est le même, donc je ne vais pas encore une fois le copier. Je prends ici mon Abdoul, ça c'est un record unique aussi, et le Ousmane Diouf est également un record unique. Donc j'ai 3 patients uniques dans cette table, et je vais leur donner un numéro d'identification, voilà, qui est unique. Donc ça c'est ici en fait ma clé primaire. De même pour les prestations. Donc là, je vais prendre ici examen laboratoire, ça je le mets dedans. Examen dentiste, je le mets dedans. Examen laboratoire, je l'ai déjà, donc je ne vais pas encore une fois copier. Et ici, radiographie. Donc également ici, j'ai en fait 3 différentes prestations. Et donc, je vais également leur donner un identifiant unique qui est la clé primaire. J'aurais pu prendre même le texte de prestation ici comme clé primaire, hein, parce que les valeurs sont chaque fois différentes. Ou bien même ici, la combinaison de tous ces champs, ça peut être une clé primaire aussi. Mais donc, c'est une bonne habitude d'avoir une colonne séparée pour la clé primaire. Alors, ce qu'il me faut encore, c'est la date de consultation. Parce que ça, c'est une colonne que je n'ai pas encore représentée dans une des tables de référence. Et pour cette date de consultation, je vais en fait devoir faire un lien avec chaque patient et je vais devoir faire un lien avec les ID des prestations. Et donc, pour mon premier patient, c'est Abdoulaye Konaté, c'est donc le patient 1. Ma date de consultation, je vais copier ici mes dates. Voilà. Je vais faire le lien vers l'ID de la prestation, c'est examen laboratoire, et donc je vais mettre également 1. Donc c'est celui-là qui pointe vers celui-là. La deuxième ligne, c'est le même patient, et cette fois-ci, c'est examen dentiste. Donc là, je vais mettre le 2. Le troisième, c'est Abdouli, donc là, il a l'identifiant patient 2. C'est pour un examen labo, et donc là, c'est également la valeur 1. Et Ousmane Diouf, c'est le patient numéro 3, et lui, il vient pour une radiographie, c'est également l'identifiant 3. Et comme ça, j'ai en fait, avec ces 3 colonnes ici, donc ce qui est marqué ici en jaune, voilà. Avec ça, j'ai un modèle normalisé de cette table non normalisée. Donc ça, c'est le modèle qui va pouvoir être utilisé dans ma base de données relationnelle. Ça veut dire que je vais avoir 3 tables dans ma base de données relationnelle, une table patient, une table prestation et puis une table prestation pour les patients qui va contenir les différentes opérations qui sont faites dans la base de données.
Voilà, vous faites l'exercice de normalisation sur base de cet exemple. Donc vous le faites en Excel.